Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'affaire dite des airbags tueurs? La maison mère de Citroën et DS, Stellantis, a rappelé début mai près de 250 000 voitures en France, des C3 et des DS3. Ces voitures sont équipées d'airbags potentiellement défectueux. Certains de ces airbags peuvent se déclencher sans véritable choc et surtout projeter des éléments métalliques pouvant blesser ou tuer le conducteur. Il y a eu jusqu'ici une dizaine de morts imputées à ces airbags défectueux. Les premiers cas d'accidents mortels ont été déplorés en Outre-mer, notamment en Guyane et aux Antilles. Plusieurs enquêtes sont en cours. Code Source fait le point sur cette affaire aujourd'hui avec deux journalistes du service économie du Parisien, Mathieu Pelloli et Erwan Bénézé. Mathieu Pelloli, le vendredi 3 mai, deux constructeurs automobiles, Citroën et DS, annoncent un rappel important de deux modèles de voitures, deux modèles qui ne doivent plus être conduits. Expliquez-nous ça. Effectivement, on parle de Citroën C3, donc une voiture très populaire et largement vendue, très répandue en France, et par ailleurs des DS3, une voiture un petit peu plus chère, donc moins répandue, mais néanmoins des voitures urbaines, des petites citadines qui circulent beaucoup et qui présentent un danger immédiat, un risque d'explosion des airbags, capable de blesser assez gravement les conducteurs et les passagers, voire dans les pires des cas d'occasionner la mort. Et donc effectivement, le point absolument fondamental de cette campagne de rappel, c'est qu'elle insiste sur le fait qu'il faut dès à présent arrêter de conduire immédiatement les véhicules. Donc le rappel, c'est une procédure classique dans l'industrie automobile. La spécificité de celui-ci, c'est qu'on demande aux gens d'arrêter de conduire leur voiture immédiatement et que par ailleurs les volumes de voitures concernées dans l'Hexagone sont relativement importants. On parle de CS3 et de DS3 produites entre 2009 et 2019. Près de 250 000 voitures sont concernées par ce rappel daté du vendredi 3 mai. Alors on va voir comment on en est arrivé là, les réactions d'automobilistes mécontents qui ont suivi. On va aussi bien sûr parler des victimes, des personnes tuées dans cette affaire et de leurs familles. Et nous reviendrons également sur des révélations que vous avez faites tous les deux dans le Parisien dernièrement. Pour bien comprendre, il faut remonter à l'année 2015. Mathieu Pelloli, que se passe-t-il cette année-là? Cette année-là, en 2015, on est aux États-Unis et Takata, un équipementier japonais, est le principal fournisseur, on va dire, de l'industrie américaine pour les airbags. Il se trouve qu'un certain nombre d'accidents font peser un risque. Il y a une suspicion forte qui existe à ce moment-là sur les airbags Takata. Et donc, par précaution, les grands constructeurs américains décident, en collaboration à ce moment-là étroite avec Takata, d'effectuer des campagnes de rappel, justement, pour changer les airbags défectueux et aussi essayer de comprendre l'origine du problème. À ce moment-là, on n'est pas du tout sur l'idée d'une fraude, mais plutôt sur celle d'un problème industriel. Et l'hypothèse qui circule, c'est que certains lots ont été stockés dans des endroits humides, ce qui provoquerait leur caractère défectueux et leur dangerosité. Concrètement, quel est le problème avec ces airbags? Il s'agit d'un problème avec un gaz contenu par l'airbag, c'est ça? Il y a deux gaz qui entrent en compte dans un airbag. Il y a celui d'abord qui déclenche l'explosion, qui permet à l'airbag de sortir. Ça, c'est du nitrate d'ammonium. C'est un gaz extrêmement instable et difficile à gérer. C'est le gaz qui a fait exploser l'usine AZF de Toulouse. C'est aussi le gaz qui est impliqué dans l'explosion du port de Beyrouth il y a quelques années. Une fois que l'airbag a explosé, il faut que le coussin se gonfle. Et là, cette fois, on utilise du propergol. C'est un gaz qui est notamment utilisé dans l'industrie aérospatiale. Et donc, voilà, ces deux gaz fonctionnent ensemble. Le problème, dans le cas des airbags Takata défectueux, c'est que au moment où le nitrate d'ammonium explose, il s'est dégradé, donc il peut détacher des parties de l'airbag, des parties métalliques notamment, qui sont projetées extrêmement violemment et qui deviennent des projectiles. En fait, c'est comme si des balles de fusil ou de pistolet étaient tirées à ce moment-là et qui donc peuvent soit gravement blesser, très gravement blesser les propriétaires et les conducteurs, et voire dans certains cas d'accidents mortels les tuer. Premier rappel donc en 2015. Dans les années qui suivent, Erwan Bénézé, plusieurs constructeurs annoncent des rappels à cause du même problème. Le retentissement est en effet mondial. Vous avez des marques extrêmement connues partout dans le monde comme Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, Toyota, Volkswagen qui lancent des campagnes de rappel massives, à la fois aux États-Unis bien sûr où le problème a été identifié, mais également dans plein d'autres pays, le Brésil, le Mexique, le Japon et à l'époque absolument pas en Europe. Au total, sur toutes ces années-là, on a compté plus de 100 millions de voitures qui ont été rappelées pour ce problème d'airbag Takata. Le 10 décembre 2020, en Guyane, donc en France, dans la commune de Matoury, une femme de 38 ans meurt au volant de sa Citroën C3.
après un choc qui aurait dû être sans gravité. Oui, Carole Mathurin, en Guyane, se présente sur un rond-point, s'insère dans la circulation. Finalement, il y a une collision à basse vitesse. Et ce choc sans gravité déclenche l'airbag. Il y a une projection d'éléments de l'airbag, donc des projectiles qui l'atteignent et qui vont la tuer. Sa voiture pourtant a été passée au contrôle technique et donc était vraisemblablement en parfait état de circuler. Et il y aura d'autres cas dans les années qui suivent. Notamment en Outre-mer, en Guyane, dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'à La Réunion. À chaque fois, les airbags se déclenchent malgré des chocs qui pourtant ne sont pas particulièrement violents. On fait un saut dans le temps. Le mardi 16 mai 2023, en Guadeloupe, au Gosier, un homme de 26 ans est pris dans les bouchons. Il s'appelle Tristan Guérin. On se trouve dans la banlieue de Pointe-à-Pitre sur une route très utilisée. Souvent, on est pare-choc contre pare-choc. Et ce matin-là, le 16 mai 2023, très exactement, Tristan Guérin avance très doucement dans les embouteillages. Il est à bord de sa Citroën C3 qu'il a acheté à un voisin il y a très peu de temps. Il a fait un contrôle technique, tout va bien. Et puis, il y a quelqu'un juste devant lui qui freine un peu trop fort. Donc, lui-même freine, mais un peu trop tard. Et il percute à basse vitesse le pare-choc de cette voiture-là. L'airbag ne se déclenche pas, il lui explose littéralement au visage. Il projette une pièce métallique à plus de 300 km/h qui lui traverse l'œil et vient se loger dans le cerveau. Tristan meurt sur le coup. Une enquête est ouverte. Une première information judiciaire est lancée à la suite de la plainte de Bruno Guérin, le papa de Tristan, en juin 2023, en Guadeloupe, au tribunal de Basse-Terre, pour homicide involontaire et homicide involontaire par personne morale. À la suite, une seconde information judiciaire, toujours en juin 2023, cette fois-ci au tribunal de Pointe-à-Pitre, qui concerne cette fois-ci 3 décès et 2 blessés graves est ouverte, et une troisième un peu plus tard en Guyane. On sait pourquoi il y a autant de cas en Outre-mer ? À ce moment-là, on a une forte suspicion parce que effectivement, l'enjeu, c'est qu'il y a une notion d'humidité et de moisissure qui entre en compte dans le fait d'abîmer les airbags et d'entraîner leur déclenchement. Et donc, le climat chaud et humide des Outre-mer font que le risque est plus grand d'avoir des déclenchements d'airbags qui soient dangereux et potentiellement mortels. Il y avait eu d'autres cas avant ceux que nous avons évoqués en Outre-mer. Mathieu Pelloli, un rappel de véhicules est organisé à ce moment-là, notamment en Guadeloupe. Comment ce retrait est organisé ? Citroën à l'époque, puisque Stellantis n'existe pas encore, Citroën contacte les concessionnaires, envoie des courriers et essaye d'aviser les propriétaires des véhicules concernés pour leur signifier le risque auquel ils sont exposés. Le 18 novembre 2023, en métropole, dans les Hautes-Pyrénées, un homme de 51 ans est tué au volant de sa C3 dans des conditions comparables. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Cette année, le 3 mai, Citroën et DS organisent un rappel massif de voitures. Un courrier recommandé est adressé à 180 000 propriétaires de C3 et 65 000 propriétaires de DS3. Alors effectivement, il y a une nouvelle campagne de rappel, mais qui cette fois-ci a lieu en métropole et elle semble être un peu mieux organisée que celle qui avait commencé en 2020. On envoie d'abord une première lettre classique, puis une seconde en recommandée un mois plus tard, donc aux personnes qui ont été identifiées. Pour ça, Stellantis se base sur les fichiers de carte grise. Et puis si ça ne suffit pas, il y a encore une troisième lettre, toujours en recommandée, 3 mois plus tard, et on complète ça éventuellement avec des communications dans les médias locaux et nationaux. Erwan Benezet, certains s'étonnent d'une modalité bien précise de ce rappel. Il ne concerne que les C3 et DS3 situés au sud d'une ligne entre Clermont-Ferrand et Lyon. C'est effectivement une des caractéristiques un peu étranges de cette campagne de rappel, puisqu'elle cible certaines zones géographiques, le sud de la France, en dessous de cette fameuse ligne entre Lyon et Clermont-Ferrand. Pourquoi ? Parce que la chaleur et l'humidité provoquent des moisissures et dégradent de façon plus rapide les airbags. Sauf que les automobilistes ne comprennent pas trop, ils se posent plein de questions. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des propriétaires de ces voitures. Il y en a un qui un peu ironiquement me dit alors moi j'habite à 1 mètre juste au-dessus de cette ligne, est-ce que je peux être concerné ? Bref, ça pose plein de questions et ça le stresse encore plus les propriétaires concernés. Mathieu Pelloli, beaucoup d'automobilistes ont peur de prendre leur voiture après cette annonce ? Oui, et on les comprend. Parce que le danger est réel, et quand on reçoit le courrier, qu'on l'a entre les mains, le courrier de Stellantis, il fait peur. Il dit, si vous continuez à rouler, vous pouvez vous exposer à un risque mortel. Il y a ceux qui en sourient, par exemple, vont dire qu'ils vont conduire avec un casque de moto sur la tête ou en sortant le haut du corps par la fenêtre, mais derrière ces sourires-là, on se rend compte que le sujet est vraiment pas drôle, et surtout qu'il inquiète véritablement. Est-ce que les assureurs continuent
d'assurer les modèles en question? Alors dans un premier temps, il y a des assureurs qui répondent que non, que compte tenu là, du problème, les voitures ne seront pas assurées. Puis on s'est adressé à France Assurance, qui est la fédération qui réunit un petit peu tous les assureurs et qui nous a expliqué que non, ça ne changeait strictement rien et que les automobilistes pouvaient rouler avec cette voiture, qu'elles étaient assurées, mais c'était à leur risque et péril en fonction des dangers dont on vient de parler. Stellantis va prêter plus de 30 000 voitures, mais donc, bien sûr, on l'a compris, il n'y en aura pas pour tout le monde. Question pratique, Erwan Benezet, est-ce que l'on peut désactiver l'airbag? Est-ce que ce serait utile? Alors c'est une autre question qu'on nous a beaucoup posée. Dans l'absolu, oui, on peut désactiver un airbag. Alors il y a un point, il faut faire très attention. Déjà, dès que vous touchez à des composants sensibles d'une voiture, notamment ce qui touche à la sécurité, là pour le coup, ça peut jouer sur l'assurance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas parce que vous désactivez l'airbag que ça ne représente plus un danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'activation de l'airbag qui est dangereuse dans ce cas de campagne de rappel, c'est son explosion. Et donc vous pouvez enlever le fusible qui active l'airbag, mais s'il y a un petit choc et que l'airbag a été dégradé, il peut toujours vous exploser à la figure. Et il y a une troisième solution qui est d'enlever complètement l'airbag, ce que ne conseille pas aujourd'hui Stellantis, mais certains automobilistes sont tentés par cette manipulation. Mathieu Pelloli, Erwan Benezet, vous enquêtez tous les deux en vue d'un dossier pour Le Parisien, ce qu'on appelle le fait du jour, un sujet fort que nous publions sur les 3 ou 4 premières pages, et vous parlez notamment avec Alexia, une habitante de la région de Toulouse, dont la mère, âgée de 75 ans, est concernée par ce rappel. Il y a un premier détail qui l'interpelle, dont elle nous fait part, c'est qu'elle a reçu le courrier le 15 mai et il est en date du 30 avril. Donc ça a mis 15 jours pour revenir, alors que ce courrier lui parle d'une urgence absolue, qui a danger de mort. Donc elle trouve que voilà, déjà c'est un peu lent. Puis ensuite, elle comprend pas grand-chose aux démarches qu'il faut effectuer. Il faut s'inscrire sur un site, ça génère un QR code. Sa maman, évidemment, elle n'a pas sur Internet, donc elle le fait pour elle. Puis il y a un point qui l'a vraiment agacé, c'est qu'on lui a donné l'adresse de 3 concessionnaires. Le premier ne répond pas, le deuxième, il dit qu'il a trop de boulot et le troisième se dit incapable de faire la manipulation. Donc en fait, aujourd'hui encore, la voiture de sa maman est au garage et c'est elle qui, avec sa vieille Clio de 20 ans, fait les courses pour sa mère. Vous échangez aussi avec une automobiliste de 66 ans, Laurence, qui habite à Montpellier. Elle continue d'utiliser sa voiture concernée par le rappel, tout simplement parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a demandé à son concessionnaire de bénéficier d'un véhicule de prêt, mais il n'en avait pas. Donc elle se retrouve vraiment avec le seul moyen de déplacement qu'elle a, puisque les transports là où elle habite, les transports publics ne sont pas très développés. Et donc en gros, à un moment, elle me raconte par exemple que de temps en temps, alors elle essaye de le faire le moins possible dans la semaine, mais elle doit aller faire ses courses. C'est à 2-3 km, mais c'est l'expression qu'elle utilise. Elle dit « je vais faire les courses, la peur au ventre ». Mathieu Pelloli, que répondent les constructeurs montrés du doigt, Citroën et DS, face à toutes ces critiques? La réponse, elle est en plusieurs niveaux, en fait. Alors, il y a un point qu'il faut accorder à Stellantis, et avant que Stellantis n'existe, à Citroën. Ce point, c'est que Citroën, comme tous les constructeurs, ont été victimes de l'équipementier Takata qui a délibérément menti en truquant les résultats de ces airbags. Takata, donc, a d'ailleurs appelé des coupables, mais Takata, en 2017, a fait faillite, emporté par le scandale et par les conséquences financières. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Citroën a été aussi vigilant que les autres constructeurs et pourquoi la première campagne de rappel a été aussi longue à être mise en place? Alors, Citroën apporte une réponse très claire, c'est de dire, dès 2015, quand les premiers risques ont été évoqués, on a mis le produit sous surveillance et effectivement, il ne s'est rien passé de 2015 à 2019, jusqu'au moment justement où on a organisé ces premières campagnes de rappel. Et dans le même temps, donc avant la faillite de Takata en 2017, quand Citroën demande à Takata « Est-ce que vous nous confirmez que vos airbags que vous nous avez donnés pour équiper nos C3 et nos DS ne sont pas dangereux ?» Takata répondait le plus formellement possible « Non, pas d'inquiétude, les lots dangereux proviennent d'usines aux États-Unis, vous êtes alimenté par une usine en Europe dont les pièces ne présentent aucun risque. » C'était sans doute un mensonge, et la suite l'a montré d'ailleurs, mais à ce moment-là, le constructeur Citroën pouvait raisonnablement croire que cet équipementier, qui était extrêmement sérieux, qui était un mastodonte du marché, ne lui mentait pas. Erwan Benezet, vous avez pu aussi recueillir le témoignage du père du jeune homme de 26 ans tué sur une route de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe en mai 2023. On l'évoquait au début de cet épisode. Cet homme revient sur le drame qui lui a pris son fils. Plus d'une année plus tard, on le sent encore évidemment très touché. Il nous raconte la façon dont l'accident est arrivé. Pendant plusieurs jours, il n'a pas vraiment su ce qui s'était passé. Mais surtout, en fait, ce qui aujourd'hui le touche énormément, c'est le sentiment quand même que Citroën n'apporte pas de réponse. Lui trouve que ces campagnes de rappel qui ont été menées à partir de septembre 2020 en Guadeloupe ont été faites
en dépit du bon sens, et que Citroën et plus largement Stellantis n'a pas pris la mesure, l'ampleur de ce qui était en train de se passer, et ça l'affecte et l'empêche sans doute de faire complètement son deuil. Cet homme, Bruno Guérin, vient de monter une association pour réunir des témoignages et il a le sentiment qu'on aurait beaucoup plus parlé de cette affaire si les premiers morts déplorés l'avaient été en métropole. On a listé tous les morts, les blessés graves qu'il y a eu, notamment en Guadeloupe, et puis il a suffi d'un cas mortel survenu à la fin de cette année 2023 dans le sud de la France pour déclencher là une vraie campagne de rappel nationale. Et donc pour lui, il a quand même vraiment ce sentiment de, je reprends ces termes, de 2 poids 2 mesures, et on rééchange par texto, et il me dit je veux pas être dans le complotisme, mais est-ce que Stellantis n'a pas attendu de présenter ses résultats, par exemple, pour lancer cette campagne? C'est encore plus dur pour lui de voir que tant que tout ça se passe en Guadeloupe, Citroën et Stellantis prennent ça avec un peu de distance, mais que quand ça arrive dans la métropole, là, on trouve que ça devient vraiment sérieux. Mathieu Pelloli, le mercredi 5 juin, avec Erwan Benezet, vous révélez plusieurs informations dans Le Parisien sur cette affaire. D'autres modèles de Citroën et de DS sont concernés en réalité par ces airbags défectueux. Plusieurs modèles des 2 marques concernées, Citroën et DS Automobile, se retrouvent également concernés. Donc il y a notamment la C4, la DS4 et la DS5. Donc le constructeur Stellantis ne donne pas de chiffres, mais on peut partir en regardant les statistiques officielles des ventes de véhicules sur l'idée que si on prend les années de production concernées, donc de 2009 à 2019, on est largement autour d'1,5 million et sans doute plus. Bref, la vague de rappel tourne au tsunami. Autre information révélée par Le Parisien, la maison mère Stellantis se prépare à étendre les rappels à d'autres marques de voitures, dont Opel. Opel, effectivement, ça c'est une certitude, et d'autres marques sont concernées. Là, on ne sait pas encore lesquelles. Il y a 15 marques au sein de la galaxie Stellantis. D'autres marques sont concernées. Erwan Benezet, ça va représenter combien de voitures au total ? Le dernier chiffre qui est avancé, c'est aujourd'hui, selon les calculs de Stellantis, 8 millions de véhicules dans toute l'Europe. Alors, pour se rendre compte là, de l'ampleur que c'est en train de prendre, le chiffre précédent, c'était 600 000 véhicules dans toute l'Europe. Là, on multiplie par plus de 10 l'ampleur de cette campagne de rappel. Erwan Benezet, l'une des victimes de ces airbags tueurs, a reçu un courrier au sujet de ce danger potentiel, mais beaucoup trop tard. Oui, c'est un cas qu'on a déjà évoqué dans ce podcast. Carole Mathurin, cette jeune femme qui est morte à un rond-point à Matoury en Guyane fin 2020. 8 mois après sa mort, sa famille trouve dans sa boîte aux lettres un courrier venant de Citroën. Ce courrier était adressé directement à Carole Mathurin. Dessus, il est marqué « Important, cette lettre concerne votre sécurité ». Évidemment, ça rentrait dans le cadre de la campagne de rappel. Mais on était 8 mois après le décès de Carole Mathurin. Et pour la famille de cette jeune femme, ça a été très mal vécu. Ça a été vécu comme un choc. On l'a dit, vous avez révélé dans Le Parisien, dans le journal daté du 6 juin, que ce rappel va concerner au total 8 millions de véhicules en Europe. On ignore le nouveau chiffre pour la France. Mathieu Pelloli, est-ce qu'on est face à un scandale majeur qu'on commence à peine à mesurer ? Oui, on est face à un scandale majeur. Par contre, il faut bien savoir ce qu'on appelle scandale. Il y a d'abord le scandale qui établirait que Stellantis est responsable, voire coupable. Ça, il est trop tôt pour le dire. La justice va s'en emparer et essaiera de faire la lumière, de savoir si véritablement il y a eu une négligence ou s'il y a eu un calcul cynique qui a consisté à considérer qu'il valait mieux indemniser quelques victimes plutôt que remplacer l'intégralité des airbags. Par contre, si on se place du point de vue des clients, pour eux, assurément, c'est un scandale, parce qu'ils n'entrent pas dans les considérations qu'on vient d'évoquer. Ces gens-là ont acheté une voiture, aujourd'hui on leur demande de ne pas l'utiliser, et on leur dit, si vous prenez le volant, en plus, vous pouvez mettre votre vie en danger. Donc, assurément, oui, de ce point de vue-là, c'est un scandale majeur pour les clients, et le risque, on va dire, d'image pour Stellantis, il est absolument majeur. Pour Stellantis, il y a un enjeu actuellement ces jours-ci sur la marque C3. Il y a une actualité de présentation de voiture, arrive en concession la nouvelle IC3, 100% électrique. Alors évidemment, elle n'est plus équipée d'airbag Takata, donc a priori, elle n'est pas dangereuse. N'empêche que le champ lexical autour de la C3 en ce moment, c'est celui du risque, c'est celui du danger, c'est celui de l'accidentologie. Donc pour un constructeur, c'est pas un contexte idéal pour présenter sa nouvelle voiture. Et Citroën présente aussi là, dans quelques jours, dévoile sa nouvelle C3 Aircross. Et on imagine bien que le contexte, qui est celui de multiples témoignages autour d'accidents mortels, et puis parfois des cas aussi assez tragiques de mutilation, n'est pas bon pour un constructeur qui a envie de faire des ventes.
Merci à Mathieu Pelloli et Erwan Bénézé. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi à 18h. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Chaque mercredi, les confidences de médaillés d'or olympiques ou paralympiques. Et Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.